Donc, sans plus tarder, je vous présente Romain Trégaro, qui est chargé de projets et professionnel de recherche dans les plantations en milieu agricole au Centre d'enseignement et de recherche en foresterie, donc le CERFO pour les intimes. Il est aussi spécialisé dans la dynamique du carbone forestier dans les érablières du Québec. Donc, il nous présente son webinaire Capture du carbone en milieu agricole par des projets de boisement. Donc, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous déjà. Je vais lancer le partage d'écran. Donc là, normalement, mon écran devrait apparaître. Donc c'est ça, aujourd'hui, je vais vous parler donc de la capture du carbone en milieu agricole, donc par des projets de boisement. Donc pour compléter peut-être un peu sur la présentation, donc en effet, ça, je suis chargé de projet et professionnel de recherche au CERFO, donc avec une expertise plus sur la gestion du carbone. Puis donc, de par cette expertise, j'ai fait plusieurs projets en milieu agricole. Euh, Avant d'arriver au CERFO, j'ai fait donc une maîtrise en modélisation de la dynamique du carbone en forêt tempérée. J'ai travaillé un peu également sur les émissions associées au bois de chauffage, notamment avec Environnement et Changement Climatique Canada. Et j'ai travaillé pendant 2 ans dans un centre de recherche qui était plus, lui, agricole. Donc, c'était le Centre de recherche et de développement technologique agricole de l'Outaouais, où j'ai travaillé en fait à la mise en place d'un réseau de plateformes agricoles pour aider la relève à s'installer. Donc, je suis au CERFO depuis environ 2 ans. Et le CERFO, donc, c'est un CCTT, donc un centre collégial de transfert de technologie, qui est affilié au Cégep de Sainte-Foy et qui travaille en fait sur des projets donc de services en recherche appliquée, en accompagnement stratégique et en soutien, en transfert de connaissances pour tout ce qui est de la communauté forestière. Puis communauté forestière au sens large, donc en fait tout ce qui touche un peu à l'arbre, aussi bien dans les milieux forestiers, mais aussi agricoles ou urbains. Puis donc, de par ces différents mandats, j'ai pu participer au cours des 2 dernières années à plusieurs projets donc en lien avec la séquestration du carbone, notamment par des projets de boisement en milieu agricole. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je vais y aller en 2 parties. Même si je pense qu'une partie des personnes qui participent aujourd'hui ont déjà des bonnes bases, je vais quand même rappeler certains éléments, certains concepts. Donc, il y a rapidement le contexte de pourquoi on parle du carbone, les différents réservoirs et flux qui peuvent exister. Et après, plus dans les projets donc, de séquestration, les principes en lien avec les scénarios, donc scénarios de référence notamment. Puis, en fait, à la suite, le bilan carbone. Et dans un deuxième temps, je vais y aller avec 3 exemples, je dirais, basés sur des études empiriques, mais qui sont des exemples plutôt théoriques via des simulations. Donc pour cela, 3 exemples avec les bandes riveraines, les haies intercalaires et des boisements. Donc pour les concepts, je vais passer très rapidement, je vais rappeler un petit peu le contexte. Donc évidemment, on observe une augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment certains gaz carbonés, donc le CO2 ou le CH4, donc le dioxyde de carbone et le méthane, qui sont en augmentation en fait depuis l'époque pré-industrielle. Euh, Puis majoritairement, on voit une accélération donc de l'augmentation de ces gaz dans l'atmosphère depuis les années 1960. L'augmentation de ces gaz dans l'atmosphère entraîne une augmentation donc, des températures mondiales. Et comme on peut le voir, en fait, notamment pareil depuis les années 60, on voit que à l'échelle mondiale, il y a une augmentation de la température qui est en accélération. Et même cela avec la moyenne glissante sur une dizaine d'années, on voit que ça devient de plus en plus marqué. Et pourquoi on parle souvent en fait de carbone en lien avec les gaz à effet de serre? Tout simplement parce que les gaz à effet de serre sont souvent composés de carbone, ou en fait simplement que la majorité de ces gaz à effet de serre en augmentation sont des gaz carbonés. Donc comme mentionné juste avant, on avait le CO2 et le CH4, donc le dioxyde de carbone et le méthane, qui à eux deux représentent en fait 90% des émissions dans le cas par exemple du Québec, parmi les gaz qui sont émis sur une année.
Donc, face à ce problème-là, en fait, la priorité reste de réduire les émissions. Puis il est important de le répéter que c'est vraiment la première chose à faire. Mais juste réduire les émissions, en fait, ne sera pas suffisant pour pouvoir essayer de limiter, on va dire, les dommages. Donc c'est là où, en fait, s'intègrent tous les projets qui ont plus un but de séquestrer une partie de ce carbone atmosphérique. Et au final, les arbres restent actuellement encore la meilleure machine à capturer du carbone atmosphérique. Donc c'est pour ça que les projets de boisement restent en fait des solutions intéressantes. Donc pour les réservoirs de carbone, donc on a en général, on peut dire trois grands réservoirs. Donc le réservoir atmosphérique, le réservoir océanique qui est souvent un peu oublié parce que peut-être on le voit un petit peu moins souvent, mais qui fait plus que sa part des choses dans l'absorption notamment des gaz à effet de serre. Et donc évidemment le réservoir terrestre. Dans le réservoir terrestre, on a plusieurs sous-ensembles. Je vais pas tous les détailler, mais donc ce qu'il faut savoir, c'est que la végétation est un des principaux réservoirs, et c'est notamment lui sur lequel on peut le plus facilement travailler pour générer une séquestration de carbone atmosphérique. Et donc, de par la végétation, on retrouve donc plusieurs sous-réservoirs, donc la biomasse vivante ou morte. Donc la biomasse, en fait, c'est toute la masse végétale qu'on peut retrouver sur Terre. Puis, suite à cette biomasse vivante au sol, on a ensuite des transferts vers le sol avec la matière qui va se dégrader. Et on a également d'autres réservoirs, comme par exemple les produits du bois, ou lorsque l'on vient faire, par exemple, une coupe forestière dans lequel on va prélever du bois et, par exemple, le transformer pour en faire des meubles, de la charpente ou d'autres produits, eh bien, on ajoute ce réservoir, par la suite. Donc après, on a évidemment d'autres réservoirs, vraiment, par exemple, comme directement les roches qui ont des effets, mais je dirais, je vais pas vraiment développer sur ces points-là. Ces réservoirs, après, donc là, ça reste pour l'instant très généraliste. Ils peuvent eux-mêmes être détaillés, mais plus on détaille, en fait, plus ça devient complexe, notamment au niveau pratique, pour en fait les estimer avec des valeurs plus ou moins justes et derrière en faire le suivi dans le temps. Ça entraîne aussi une augmentation des coûts parce que plus on cherche à aller dans la précision, plus on va augmenter les coûts pour en faire le suivi. Donc souvent, en fait, on va utiliser des équations allométriques et des modèles. Donc en fait, on va se baser sur un réservoir, par exemple la biomasse marchande, donc qui va correspondre au tronc. Et à partir de ce réservoir, via des équations, on va estimer les autres réservoirs. Donc ça permet en fait de faciliter la prise de mesure et le suivi dans le temps pour justement avoir une représentation de l'écosystème. Puis, on utilise donc c'est ça également des modèles qui, eux, se basent sur donc des données empiriques également. Et ces modèles, en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir représenter des écosystèmes, des interactions plus complexes et de pouvoir justement faire le suivi de cet écosystème en intégrant différents paramètres. Puis, pour le suite de la présentation, en fait, je vais m'appuyer sur un modèle notamment qui s'appelle CBM CFS3, donc qui est un modèle canadien qui sert en fait par le gouvernement du Québec à faire ses déclarations de bilan carbone annuel. Et il faut savoir qu'en fait, CBM, c'est un des modèles les plus performants actuellement pour le milieu forestier. Et il permet aussi de représenter d'autres milieux, notamment les milieux agricoles, lorsqu'on vient y faire des plantations. C'est un des modèles qui donc est utilisé au Canada, mais il est aussi utilisé dans le monde et peut se paramétrer en fait pour représenter différents écosystèmes. Donc par exemple aussi bien les forêts boréales que tempérées, mais aussi représenter différentes espèces, feuillus, résineux, et il intègre une représentation donc de l'ensemble de la biomasse au sol. Donc pour représenter un peu ce que fait le modèle CBM-CFS, on commence en fait à partir donc de la biomasse vivante. Donc on peut en fait partir du bois marchand. À partir du bois marchand, on va avoir une estimation des branches et des feuilles, toute la partie aérienne, et on va avoir une estimation des racines et des racines fines. Ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle permet une variation selon si on est justement dans des espèces feuillues ou résineuses, ce qui va affecter par exemple la quantité de feuilles et puis derrière les différents débouchements, la suite des feuilles. Donc justement, en fait, les premiers flux. Donc les flux, en fait, ce sont les passages de matière d'un réservoir vers un autre.
Donc les premiers flux, en fait, c'est le passage de la matière vivante, donc la biomasse, vers la biomasse morte. Donc on peut avoir des arbres qui vont mourir. Donc on retrouve du bois mort et des branches mortes. Et ben, en fait, si le bois tombe au sol, en fait, un ensemble de débris qui sont les débris ligneux qu'on peut retrouver au sol. Ces différents débris ensuite vont se décomposer. Donc la façon dont fonctionne CBM CFS3, c'est qu'il représente ces différents ensembles par des réservoirs de carbone qui se décomposent à différentes vitesses et à différents endroits. Donc on a en fait ce qui se décompose rapidement et très rapidement en surface. Donc c'est là par exemple qu'on peut retrouver les feuilles qui vont se dégrader très rapidement. On va avoir les petits débris ligneux qui vont se désagréger rapidement aussi. Et après, en fait, on va avoir d'autres éléments, donc plus en profondeur, donc à aller vers le sol, qui vont se décomposer, eux, plus lentement. Et on observe aussi un passage entre ces réservoirs avec, donc, par exemple, en fait, par exemple, les petits débris ligneux qui vont être donc décomposés par un ensemble de micro-organismes qui vont générer, en fait, de nouveaux débris plus petits qui, eux, vont se décomposer plus lentement. Et au fur et à mesure de ces différentes étapes de décomposition, la matière a tendance à s'enfoncer dans le sol, sur lequel la décomposition est de plus en plus lente. Pour le schéma, en fait, faut considérer que les réservoirs, donc là, la taille des réservoirs est à peu près proportionnée à ce qu'on peut trouver dans un écosystème forestier. Donc, à peu près, le réservoir, en fait, du sol, est vraiment le plus important. Et en fait, c'est ça. Plus le sol est profond, par exemple, plus ça nous permet d'avoir un réservoir de matière, enfin, de matière morte, organique, qui se décompose, qui est important. Sauf que on n'a pas uniquement des flux entre les réservoirs, sur la zone terrestre. La décomposition entraîne aussi en fait des émissions avec une partie de la matière qui retourne à l'atmosphère. Donc en fait, la décomposition entraîne donc à la fois du méthane et de par la respiration des micro-organismes du CO2. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc CBM, CFS représentent ces différents réservoirs en tonnes de carbone par hectare. Je vais garder cette unité de mesure pour la suite, mais souvent quand on parle d'émissions, on parle plus de tonnes de CO2 équivalent, qui au final est une valeur qui est 3,66 fois plus grande, parce qu'en fait c'est un équivalent en CO2 et non pas en carbone directement. Donc c'est ça. Puis ces différents en fait flux qu'on peut retrouver. Donc sur le schéma précédent, en fait, on ne représente pas le plus important, qui est simplement la séquestration de carbone par la croissance des arbres. Donc en fait, l'augmentation de la biomasse vivante qui se fait dans le temps. Et donc le second flux le plus important, donc c'est la décomposition, avec tout ce qui est en fait considéré comme des émissions naturelles. Faut savoir qu'en fait, en forêt, si on prend juste les émissions naturelles, on a un cycle qui est relativement long. On parle de 200 à 400 ans pour avoir en fait un passage de la biomasse vivante jusqu'au réservoir lent dans le sol, puis la réémission vers l'atmosphère. Et sur ce cycle complet, il faut considérer qu'environ 90% de la matière sera décomposée et réémise vers l'atmosphère. Donc après, selon le type de forêt, le cycle peut être plus ou moins lent. Puis après, en plus des émissions naturelles, on a en fait toutes les émissions qui sont liées à des perturbations. Donc on a aussi bien des perturbations qui elles-mêmes sont dites naturelles, donc par exemple le feu, le vent, qui vont entraîner en fait une perturbation qui va, dans le cas du feu, brûler une partie de la matière et la renvoyer vers l'atmosphère. Mais on a aussi les perturbations dites anthropiques en lien avec l'aménagement et la gestion forestière. Donc notamment par exemple les coupes forestières qui vont entraîner en fait une perte dans l'écosystème. Mais comme mentionné un peu plus tôt, on va avoir en fait la création d'un nouveau réservoir avec les produits du bois. Euh, il y a d'autres perturbations, par exemple, qu'on pense des fois un peu moins souvent, mais par exemple les épidémies d'insectes qui vont, par exemple, manger les feuilles des arbres et en fait entraîner une perte directe avec en fait toute la matière liée aux feuilles qui retourne directement à l'atmosphère de par l'alimentation des insectes. En lien avec les perturbations anthropiques, donc on a justement, comme je le mentionnais, un nouveau réservoir, donc les produits du bois. Qui dit nouveau réservoir dit aussi nouveau flux.
donc notamment avec le passage de la matière vers les produits du bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces produits du bois sont eux aussi réémis vers l'atmosphère. Le calcul ici est un peu différent. En fait, on va se baser selon le type de produit. Donc, par exemple, entre du bois qui sert pour de la charpente, de la construction, donc dans le cas du sciage, on sera sur une demi-vie de 35 ans. Donc, la demi-vie, en fait, c'est le temps pour que la moitié de la matière soit, on va dire, utilisée ou jetée. On peut après des fois avoir une seconde transformation. Donc, cette matière peut passer d'un produit du bois vers un autre, notamment, par exemple, des produits de construction qui seraient après transformés pour en faire des produits de bioénergie. Et selon le produit, donc la demi-vie va changer et la réémission donc vers l'atmosphère va changer également. On considère que à la fin de ces produits-là, on a également un renvoi vers l'atmosphère à 100% parce que cette matière va souvent être jetée et décomposée ou brûlée. Puis ce qu'il faut dire également, donc là, c'est que je présente 4 ensembles de produits, mais il existe de nouveaux produits qui sont en développement pour la réutilisation de la matière organique, notamment par exemple le biochar qui réutilise cette matière organique pour en faire un nouveau produit qui peut par exemple être retourné dans un écosystème pour faciliter notamment par exemple la fertilité ou la séquestration du carbone. Ensuite, je vais vous parler un peu des scénarios de référence. Pourquoi en fait parler des scénarios de référence? Parce que quand on parle de séquestration de carbone, il faut se poser la question par rapport à quoi? On peut pas dire on a séquestré du carbone si ce qu'on fait est exactement pareil que ce qui se serait fait normalement. Donc là, l'intérêt en fait d'établir 2 scénarios. Un scénario de projet et un scénario de référence. Le scénario de projet donc se fait en comparaison avec le scénario de référence. Et le scénario de référence enfin, les scénarios de référence qui sont souvent utilisés dans le cas des terres agricoles, on en a deux. On a en fait, premièrement, une exploitation agricole, c'est-à-dire que la terre est cultivée. Il y a une ferme dessus qui l'utilise, qui cultive le sol pour produire donc des aliments. Et pour les terres agricoles, on a malheureusement un autre scénario qui est aussi en fait l'abandon des surfaces agricoles. Au Québec, on a notamment pas mal de superficies à l'échelle du Québec qui sont en abandon pour diverses raisons. Et ce sont souvent les deux scénarios qui peuvent être utilisés. Donc là, après, ces scénarios vont varier selon un ensemble de conditions. Mais ça nous permet en fait à établir ce qui est fait normalement. Puis, donc ces scénarios, en fait, peuvent inclure un ensemble d'éléments qui peuvent être donc plus ou moins complexes. Si on prend donc dans le cas de l'exploitation agricole, parmi les différents éléments qui peuvent être à prendre en compte, donc on a la fertilisation, qui peut réémettre en fait, qui peut entraîner des émissions vers l'atmosphère. On a l'utilisation des machineries, donc tracteurs ou autres, pour justement travailler le sol, qui vont, de par leur utilisation, enfin, en fait, brûler du pétrole et émettre des émissions. On a aussi une perte de carbone des sols, de par le fait qu'ils soient cultivés. Et tous ces éléments-là peuvent changer selon le type de production qui est fait. Dans le cas de l'élevage, des grandes cultures, par exemple, comme le maïs ou du maraîchage, on est dans 3 scénarios qui sont complètement différents les uns des autres. Dans le cas de l'abandon de la surface agricole, on a également un ensemble de variables qui sont aussi à prendre en compte. Donc, on peut avoir en fait la régénération naturelle. Donc, en fait, selon la proximité à une forêt, ça peut jouer selon différents éléments. Les arbres qui vont arriver sur le site abandonné vont entraîner un scénario différent. Ça va être lié avec le climat. Si on se trouve, par exemple, plus vers le nord, en Abitibi, ou dans le sud, on va pas avoir le même climat, et donc le scénario peut changer. Et ces différents éléments, en fait, vont servir pour faire ce qu'on appelle donc le bilan carbone. Donc, on a d'abord en fait le bilan d'un projet, donc notamment dans le cas d'un projet de séquestration de carbone. Donc, on fait en fait simplement le calcul du scénario de projet moins celui de référence, et ça va nous donner en fait le bilan du projet de séquestration. Puis, ce calcul-là peut être fait de plusieurs façons. Donc, soit par des scénarios qui sont estimés et faits de manière anticipée, ou au cours du temps, par des mesures. Donc, après la mise en application du scénario de projet,
Et après, on utilise donc des témoins, des zones sur lesquelles le projet n'a pas été mis en place pour faire le suivi du scénario de référence. Et au cours du temps, avec les mesures qui sont récoltées, on peut justement établir la différence entre les deux. À quoi ça sert donc de faire le bilan d'un projet de séquestration de carbone? Ben, en fait, ça sert au niveau supérieur à faire le bilan d'un organisme, ça peut être une entreprise, ça peut être une organisation, ça peut être un pays également. Et ces bilans carbone, donc selon les différentes échelles, ça permet en fait à faire le suivi à l'échelle mondiale. Les gouvernements doivent le faire. Puis par exemple, si on prend dans le cas du Québec, donc en lien avec l'inventaire québécois qui a été fait en 2021, on a en fait une répartition des différentes émissions du bilan donc pour le Québec. Puis on peut voir par exemple que dans le secteur de l'agriculture représente environ 10% des émissions sur le Québec. Puis ce bilan, donc, il est comptabilisé en fait à partir de l'ensemble des GES émis et absorbés pendant une année. Et donc, lorsqu'on met en place des projets de capture de carbone, eh bien, on vient absorber en fait plus de GES que ce qui était fait normalement, et ça nous permet de réduire le bilan carbone, donc selon l'échelle de l'organisme ou du gouvernement qui souhaite le faire. Donc ça, c'était pour les petits rappels et concepts. Euh, je vais passer donc directement aux exemples. Donc on a en fait trois exemples sur lesquels je vais m'appuyer. Donc premièrement, les bandes riveraines. Donc les bandes riveraines, ça correspond en fait à des plantations qui sont faites sur le bord des champs, souvent à proximité des cours d'eau. Dans ce cas-là, on a souvent un scénario de référence en fait qui se base sur un terrain cultivé et sur lequel le scénario de projet en fait va consister à faire une plantation. Donc là, on peut avoir plusieurs scénarios de projet avec une plantation d'une rangée, deux rangées, trois rangées. Dans le cas que je vais vous présenter, je vais partir sur un scénario où on a une rangée d'arbustes et trois rangées d'arbres. Donc pour représenter un peu ce qu'on peut avoir, donc ça va représenter en fait différentes rangées, plus ou moins espacées, entre les plants, entre les rangs. Et puis selon en fait la rive ici, donc là on peut voir que c'est à proximité d'un cours d'eau, mais ça peut être à proximité d'un fossé, ça peut être à proximité d'une route également. Pour le scénario en fait de référence, donc le terrain cultivé, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça peut varier selon un ensemble de variables. Le premier élément qui est souvent à prendre en compte en fait, c'est le stock de carbone initial dans le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, on a des sols qui sont assez dégradés pour les terres agricoles. Ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est la matière organique qui se trouve dans le topsoil. Donc, en fait, la matière organique va servir de variable pour représenter le carbone. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que la zone, en fait, le long du Saint-Laurent est la zone, justement, où il y a le moins de matière organique dans le sol. Et ça correspond également, en fait, aux zones les plus, euh, les plus cultivées. Euh, En lien donc après ce calcul donc du carbone initial dans le sol, on peut avoir en fait le type de sol qui va avoir une influence. Donc on a en fait, d'après l'étude de Sanson et al qui a été faite en 2023, qui en fait établit en fait un rapport sur les sols agricoles au Québec. On a environ 40 tonnes de carbone par hectare pour un luvisol, donc qui est un sol sableux qui va retenir peu de matière. 80 tonnes de carbone pour un brunisol ou un podzol, et on peut monter jusqu'à 100 tonnes de carbone par hectare pour un glissol, qui lui est un sol plus argileux et qui va permettre une meilleure rétention de la matière organique. Donc en fait, selon le sol initial, ça va également jouer sur le stock de carbone initial, qui va nous donner la base de notre scénario. Puis ensuite, bah, selon la culture qui est faite, on va avoir des pertes dans le sol, mais on va aussi avoir des émissions. Donc, on considère que pour les pertes, on a entre 0,2 et 1% du carbone qui est perdu chaque année. Ça se base sur des données qui ont été établies entre 1971 et 2015 pour les sols cultivés au Québec. Et après, donc, évidemment, ça varie selon l'intensité de la culture et le travail qui est fait dessus. Euh, En lien avec le scénario de référence, on a donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, également la production qui va être faite dessus. Donc, notamment si on est sur de l'élevage, de la grande culture ou du maraîchage.
Dans le cas ici, je vais me baser en fait pour la suite sur une production en grande culture, qui est ce qui est majoritairement fait. Et dans le cas d'une grande culture, on estime qu'on a des émissions et en incluant les pertes également, donc présentées juste avant, qui sont aux alentours de 1 tonne de carbone par an, par hectare. Dans les émissions, on a en fait tout ce qui est donc, comme je le mentionnais, lié à la fertilisation, à l'énergie pour faire fonctionner les machines. Juste la fertilisation et la gestion du champ représentent un peu plus de la moitié de cette tonne de carbone de perte et d'émissions. Donc, pour la suite, donc le scénario de projet, il y a un élément qui sera à prendre en compte, c'est que dans une bande riveraine, on considère qu'il y a 3 mètres de bande enherbée qui ne sont donc pas cultivées et stables. Donc en fait, si on reprend un peu la photo, on considère que les 3 premiers mètres ne sont pas cultivés et de par ça, ça ne bouge pas, le scénario ne change pas. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de perte et ça va jouer en fait sur le calcul. Dans le cas, donc c'est ça, du scénario de projet, pour le scénario ici, on part sur donc 3 mètres de large pour une rangée d'arbustes. Les arbustes sont plantés aux 2 mètres entre eux. Et ensuite, on a 3 rangées d'arbres sur 12 mètres de large. Donc, c'est une bande riveraine de grande taille. On est sur une bande riveraine qui, au final, fait 15 mètres de large. C'est relativement peu courant. Et si on regarde, en fait, donc ça représente, donc les arbres sont plantés aux 4 mètres entre eux. Ça représente un total de 625 arbres et 333 arbustes sur un hectare. Puis donc là, on parle d'un hectare linéaire. En fait, c'est pas un 100 mètres par 100 mètres. C'est représenté par 15 mètres de large et 660 mètres de long. Donc ça, c'est la plantation initiale. Faut considérer que ça va évoluer dans le temps. Et sur cette plantation, on considère une diversité d'espèces qui vont avoir donc des effets sur le scénario. Donc on a aussi bien des espèces à croissance rapide avec du peuplier, mais aussi d'autres espèces, du chêne, du mélèze, des érables, des épinettes, du bouleau principalement, qui vont chacune avoir en fait avoir leur dynamique. Certaines vont pousser rapidement, mais vont pas forcément être longévives, donc vont mourir avant la fin de la simulation, donc sur une simulation de 100 ans. Ça va avoir une influence en fait sur la croissance et la compétition, et donc sur la capacité de séquestration qui découle de cette plantation. Donc la simulation ici est théorique, vu que c'est fait donc, avec le modèle CBM CFS3. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les données qui sont utilisées pour alimenter le modèle, elles se basent sur des données qui ont été mesurées au Québec. Euh, donc ça s'appuie en fait sur des données de croissance donc, observées en haie et ou bande riveraine. Et ça nous permet en fait de donner un potentiel de croissance. Et à partir de ce potentiel de croissance, le modèle en fait nous permet de faire le calcul de tous les autres réservoirs et flux derrière. Donc malheureusement, on a relativement peu de sites qui peuvent aller jusqu'à 100 ans, qui est souvent ce qui peut être fait dans des simulations. La majorité des données en fait vont plus être sur des plantations qui ont entre 30, 40, des fois 50 ans. Mais en fait, la façon dont on l'adapte derrière, c'est qu'on utilise ces données réelles et après on estime la suite de la croissance, notamment avec des courbes qui peuvent venir, par exemple, des milieux forestiers, en prenant des courbes qui sont similaires, puis en fait on s'attend à ce que la croissance diminue avec l'âge de l'arbre. Puis donc en suivant la forme des courbes, on va dire, ça nous permet d'estimer la croissance donc, dans ces milieux-là et d'alimenter le modèle pour faire la simulation. Donc le calcul ici, en fait, se fait à partir de données qui viennent d'une étude du CERFOO qui a été faite en 2018, où il y a eu plusieurs arbres de plusieurs espèces qui ont été mesurés dans des haies. Et donc on a des beaux... Enfin, dans cette étude, c'était quand même des beaux arbres qui ont été inventoriés. Donc ça donne des valeurs qui peuvent être un peu élevées, mais qui restent réalistes selon différentes conditions, notamment l'entretien des sites qui peut être fait. Euh, donc, si on regarde cette simulation, donc j'ai représenté, on va dire, 3 ensembles de réservoirs qui en représentent plusieurs. Donc, la biomasse vivante, la matière morte qui reprend donc la partie litière, bois mort et débris ligneux, et le sol. Le premier constat qu'on peut avoir, c'est que le sol est relativement stable. En général, il y a des petites pertes qui peuvent avoir lieu de la plantation, mais c'est un réservoir qui bouge relativement peu parce qu'il est lent à agir. Mais si le milieu reste boisé pendant longtemps, on va avoir une augmentation du sol à plus longue échelle.
Alors que ce qu'on observe vis-à-vis de la biomasse vivante, c'est qu'en fait, dès la plantation, on a une augmentation rapide au début, notamment pendant les 40 premières années, et ça commence à ralentir un peu après. Et en même temps que la biomasse vivante augmente, on a la même chose qui arrive au niveau de la biomasse morte, avec en fait les feuilles et les petits débris ligneux et les bois, les arbres qui meurent, qui vont venir alimenter en fait ce réservoir. Donc dans le cas ici, on a un départ en fait qui a 81 tonnes de carbone par hectare, donc juste dans le sol, ce qui correspond avec les valeurs présentées juste avant en fait pour les sols agricoles du Québec pour des valeurs relativement moyennes. Et on arrive à la fin des 100 ans avec une valeur de 343 tonnes de carbone à l'hectare. Si on regarde donc sur 100 ans, ça représente 262 tonnes de carbone séquestrées, donc pour une bande riveraine donc de 4 rangées et 660 mètres de long pour 15 mètres de large. Et si on intègre en plus de ça donc les pertes et émissions qu'on avait dans le scénario de référence, on vient ajouter en fait 80 tonnes de carbone correspondant aux 1 tonne de carbone de pertes et d'émissions qu'on présentait juste avant sur 80% de la superficie vu qu'il y avait 3 mètres de bande enherbée sur lequel le milieu était stable. Si je passe ensuite donc sur le deuxième exemple, donc les haies intercalaires. Je vais pas reprendre le scénario de référence parce que ça va être exactement le même. On est sur une terre cultivée. La seule différence, c'est qu'on n'a pas ici les 3 mètres de bande enherbée. Je vais passer en fait directement à la plantation de rangées d'arbres, donc pour le scénario de projet. Donc on est ici sur une plantation d'arbres avec une rangée, enfin deux rangées dans le scénario, mais les rangées sont espacées de 50 mètres. Et on peut assimiler donc ces rangées d'arbres à ce qu'on appellera en fait des haies brise-vent qui ont un rôle plus de venir justement briser le vent pour protéger les cultures euh, à ce niveau-là. Donc dans le cas ici, c'est ça, donc on a deux rangées d'arbres, les arbres sont espacés aux 3 mètres, et pour complexifier un petit peu le scénario, on a un élément qui a été ajouté. Donc les deux rangées font 100 mètres de long, avec donc une rangée tous les 50 mètres de large. L'élément pour complexifier, c'est qu'on a considéré à 30 ans la coupe d'une tige sur deux. Parce que simplement, en fait, en plantant des arbres à 3 mètres de large les uns des autres, on pourrait s'attendre en fait, à de la compétition entre les arbres. Puis là, l'objectif est vraiment d'avoir je dirais, le plus de lumière pour les tiges pour leur permettre vraiment une croissance optimale. Et donc, en faisant une coupe d'une tige sur deux, on vient donner de l'espace aux tiges restantes. Mais pour la partie plus séquestration de carbone, ce qu'on a considéré ici, c'est que le bois qui était coupé, au lieu d'être utilisé donc dans des produits du bois ou ce qui peut être fait classiquement dans les milieux agricoles, en fait, d'être récupéré pour en faire du bois de chauffage, on a considéré ici qu'il était mis en débris et laissé dans la rangée. Donc, ce qui permet en fait d'augmenter la séquestration de carbone sur le site. Euh, Ce qu'on a en fait quand on fait cette simulation-là, donc ça nous donne un patron un petit peu différent de celui d'avant. On peut voir de la même manière une croissance de la biomasse vivante au début. La croissance est supérieure à celui de la bande riveraine parce que les tiges, en fait, du fait d'avoir plus de lumière, euh, ont une meilleure croissance donc à la tige. Maintenant, si on regarde, en fait, on a moins de tiges qui sont plantées et donc en fait l'échelle ici est plus faible, tout simplement parce que on a moins de tiges, donc ça va jouer sur l'ensemble. À 30 ans, on voit la perte en fait ici qui est amenée par la coupe. Donc le fait de laisser les débris sur place, ça entraîne justement une augmentation de la matière organique morte, de la matière morte. Et suite à cette coupe, on voit qu'on a une croissance qui reste relativement élevée pendant à nouveau 20-30 ans avant de commencer à ralentir. Pour la matière morte, ce qui est observé en fait, c'est que l'apport important de matière sur le moment va stagner tout simplement en fait parce que cette matière morte va être décomposée. Donc en fait, pendant un certain temps, cette matière va se décomposer plus vite qu'il n'y a de nouvelles matières mortes qui arrivent sur le site. Et à la longue, en fait, justement sur une simulation de 100 ans, cet apport de matière en fait va être dilué dans l'ensemble de la matière organique morte qui a été générée par les arbres encore vivants. Donc dans le cas ici, on considère que les deux haies représentent environ 10% de la superficie. Donc on considère en fait qu'on a toujours 90% de l'espace qui est cultivé. Si on regarde donc
au niveau de ce scénario de projet, on avait également un départ à 81 tonnes de carbone par hectare et on arrive donc à 199 tonnes de carbone à l'hectare à la fin des 100 ans, ce qui donc représente un gain de 118 tonnes pour ces deux haies. Euh, mais si on inclut donc à nouveau les pertes et émissions, en fait, le fait qu'on ait seulement 10% de la superficie qui a été, je dirais, retirée de la culture, fait qu'on a seulement donc 10 tonnes de carbone à l'hectare qui vont s'ajouter en fait vis-à-vis du scénario de référence. Pour continuer donc avec le troisième exemple, donc le cas d'un boisement. Là, le scénario de référence, on va considérer qu'on est sur un abandon de surface agricole pour notamment, en fait, je dirais tous les enjeux liés au fait de garder les superficies cultivables et éviter de faire des plantations sur des superficies cultivables. Donc, on considère que ce boisement peut se faire sur des surfaces qui ne sont plus cultivées depuis un certain nombre d'années. Donc, dans le cas, en fait, ici, pour la plantation, je vais partir sur un exemple d'une plantation d'un mélange de érablière chênaie qui sont en fait des valeurs qu'on a pu récolter durant un projet, où ce qui était ciblé sur les feuillus, mais les deux espèces principales qu'on a pu inventorier étaient des plantations d'érables et ou de chênes. Puis donc on peut voir justement ici un des sites qui a été inventorié avec justement une plantation où on voit que les arbres sont vraiment bien alignés, mais que le terrain a encore un usage agricole, notamment avec de l'élevage. Donc, dans le cadre du scénario de référence, ici, on est sur quelque chose qui est moins documenté, je dirais, parce que enfin, on est plus sur des éléments a posteriori, c'est-à-dire qu'on va chercher en fait d'anciennes terres qui se sont reposées naturellement, mais on n'a pas eu le suivi notamment de l'état initial, donc lorsque il y a eu l'abandon. Il y a deux études qui ont été faites, qui sont donc Tremblay et Ouimet en 2013 et Thibault et Al en 2022, qui ont fait en fait des comparaisons entre des plantations d'épinettes et des sites régénérés naturellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la régénération naturelle, il y a plusieurs variables qui vont influencer cette régénération. Cette régénération naturelle, en fait, va dépendre, par exemple, de la proximité à la forêt. Donc, si on a une forêt juste à côté, ça va faciliter la dispersion des graines et donc faciliter la reprise. Selon ce qui était fait, en fait, avant l'abandon, on va avoir une compaction du sol qui peut être plus ou moins importante. On va avoir aussi une banque de graines d'herbacées. C'est des éléments qui peuvent gêner la régénération naturelle et faire de la compétition. Puis donc, comme mentionné un peu précédemment, on va avoir le sol et le climat avec la texture et les températures qui vont aussi influencer les espèces et donc la vitesse de la régénération naturelle. Donc, dans le cas des deux études, on est sur des estimations environ entre 2,2 tonnes de carbone par hectare par an dans le bassin Laurent et 2,5 tonnes de carbone par hectare par an en Abitibi. Les deux études, en fait, ont retrouvé des zones qui ont été régénérées naturellement d'environ 50 ans. On n'a pas de données, je dirais, à plus longue échelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux études-là étant dans deux secteurs différents, les conditions initiales, notamment au niveau du sol, sont très différentes à ce niveau-là. Euh, Peut-être un élément aussi à prendre en compte, donc ce sont les espèces qu'on peut retrouver sur ces scénarios de référence-là. On est sur des espèces de milieux ouverts, donc par exemple du peuplier, du bouleau, qui ont des croissances qui peuvent être assez rapides, mais ce sont aussi des arbres qui sont peu longévifs. Donc si on prend sur des simulations de 100 ans, on peut s'attendre à ce qu'on ait une augmentation assez rapide de la biomasse aérienne, mais sur une durée de 100 ans, une bonne partie de cette biomasse passe vers la biomasse morte. Dans le cas du scénario de projet, donc ici, c'est une simulation, donc comme je disais, basée sur une plantation érablière chênaie. Puis j'ai considéré qu'on avait la moitié de la plantation en érable, la moitié de la plantation en chêne. Ce qu'il faut savoir donc dans les plantations, c'est qu'on a également beaucoup de variabilité selon à nouveau un ensemble de variables. Donc la densité en fait de la plantation initiale, plus on plante en fait d'arbres, donc plus on a de tiges au début,
plus cela va amener de compétition et donc on aura une croissance à la tige qui sera plus faible, mais ça va amener aussi un peu plus de matière morte, notamment au début avec les tiges qui compétitionnées vont mourir. Un des éléments qui ressort dans la croissance d'une plantation, c'est vraiment l'entretien et la gestion qui est faite, notamment au début de la plantation, avec en fait tout ce qui peut être fait pour limiter la compétition des herbacées et la protection des tiges qui sont plantées, notamment par exemple contre le broutement. Ça va avoir de gros effets sur la mortalité et la croissance dans les premières années, ce qui va influencer en fait l'ensemble de la simulation derrière. Et évidemment, donc la productivité du site, puis selon le sol qu'il y a, le fait d'avoir des espèces qui sont adaptées au sol pour justement favoriser leur croissance. Parmi les sites qu'on a inventoriés, ce qu'il faut se dire, c'est que pour une même espèce, on peut avoir à 30-40 ans, on peut avoir des volumes qui vont du simple au double. Donc, on se base en fait ici sur des données qui viennent d'une étude qui a été faite l'année dernière, où on a pu inventorier un peu plus d'une quarantaine de plantations feuillues qui allaient de 20 à 45 ans. Et donc, dans le cas, en fait, ici, au lieu de, comme les deux projets d'avant, de se baser sur des courbes de croissance qui sont plus effectuées à la tige et au nombre de tiges qui ont été plantées, on va se baser plus sur la croissance du peuplement, en considérant que le peuplement fait 1 hectare, et donc qui inclut aussi bien les petites tiges que les grandes tiges et l'ensemble du peuplement. Donc, c'est ça. Donc la simulation qu'on a ici, au final, donc à nouveau, l'échelle ici varie des deux d'avant. On est donc à nouveau sur un départ qu'on a considéré à 81 tonnes de carbone par hectare. Et on arrive à la fin à 281 tonnes de carbone par hectare après 100 ans. Donc, si on regarde ici, en fait, on voit que ça nous fait une séquestration donc, de 200 tonnes de carbone sur la plantation. Donc, comme je le disais, c'est une plantation à moitié d'érable à sucre et à moitié donc, de chêne rouge, qui étaient les deux espèces principales qu'on a pu retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple on avait fait une plantation de chêne rouge, on aurait des estimations qui seraient environ 25% plus élevées, car les chênes rouges, en fait, on a observé avaient une croissance supérieure à l'érable à sucre. Là, on a considéré moitié-moitié, simplement aussi en se disant que l'érable à sucre, pour, je dirais, le côté un peu plus patrimonial, puis le fait que ce soit une terre agricole, bah, simplement, les érablières permettent la production de sirop d'érable. Donc, on jugeait ça pertinent dans le cas de la simulation d'inclure l'érable à sucre, même si ça génère une séquestration un peu plus faible. Donc on est vraiment dans une logique ici dans la simulation qui est inverse à celui de la haie, où on est non pas sur une croissance à la tige, mais vraiment au niveau du peuplement. Et un autre point donc à prendre en compte, c'est que les deux études que je mentionnais tout à l'heure, si on prend par exemple l'étude de Tremblay et Ouimet, euh, dans ces études-là, c'était des plantations d'épinettes blanches. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand on regarde le portrait de cette simulation, on n'a pas vraiment de perte au début de la simulation, alors que dans le cas des plantations d'épinettes, il y a une perte dans les premières années, notamment au niveau du sol. Et donc cela en fait pourrait être dû à tous les travaux en fait initiaux, notamment par exemple le scarifiage qui consiste à venir gratter le sol et donc qui va augmenter la décomposition et donc une perte de la matière qui est déjà présente. Dans le cas ici, on considère que la plantation de feuillus est plus légère, il n'y a pas forcément à travailler le sol de manière aussi intensive, et donc ça permet d'éviter les pertes. Cependant, un point qui est à prendre en compte, c'est que avec les plantations d'épinettes, ils ont des volumes de biomasse qui sont plus importants, et donc ça entraîne des séquestrations qui sont plus importantes. Dans le cas de l'étude de Tremblay et Ouimet, à 50 ans, l'écosystème, ils avaient des valeurs qui étaient à 285 tonnes de carbone par hectare. Alors qu'ici, si on regarde à 50 ans, on est seulement à 225. Donc la plantation d'épinettes, malgré les pertes initiales dans le sol, entraîne à 50 ans déjà une séquestration de 60 tonnes par hectare de plus. Maintenant, on peut aussi s'attendre que dans la plantation de feuillus, la courbe ici continue à grimper dans le temps, alors que celle de l'épinette pourrait stagner plus rapidement. On travaille actuellement également sur d'autres projets, notamment aussi avec des plantations de résineux et donc de l'épinette. Et si on compare en fait directement à partir des données des projets qu'on a pu avoir,
Donc, dans le Bas-Saint-Laurent, à 30 ans, donc là, je vais plus parler en tonnes de carbone, mais en mètres cubes, donc le volume de bois. Dans le cas des résineux, on est en moyenne à 30 ans à 176 mètres cubes par hectare, alors que dans le cas des feuillus, on est à 153. Donc en fait, c'est vraiment la croissance initiale qui amène à à cette différence dans le temps pour la séquestration de carbone. Euh, un autre élément que je mentionnerais, bah, je l'ai mentionné un peu tout à l'heure, c'est vraiment la variabilité qu'on peut avoir entre les sites. En reprenant la photo ici, on peut voir en fait que le sol, on est encore sur un sol avec une présence de d'herbes, notamment en fait par l'utilisation du site par les bovins. Et on observe en fait qu'on a relativement peu de débris ligneux. On voit quelques branches. Ces éléments-là peuvent jouer en fait vraiment beaucoup sur le scénario du projet. Donc c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Peut-être pour finir sur ce cas-là, comme dans le cas de la régénération naturelle, on avait donc des taux à 2,5 tonnes de carbone par an de séquestrés. Si on compte les gains de régénération naturelle à 50 ans, donc en fait là avec les valeurs qu'on a pu récolter, enfin qui sont proches de ce qu'on a récolté, ici on a un gain seulement en comparant le scénario de projet vis-à-vis du scénario de référence de seulement 31 tonnes de carbone à 50 ans, potentiellement plus à 100 ans, mais après là on est vraiment, je dirais, plus dans du théorique de par la variabilité qu'on peut avoir entre les sites. Donc pour comparer un petit peu ces trois exemples, donc comme je vous mentionnais, les échelles sur chaque représentation étaient différentes. Donc là, si on parle en fait juste de la séquestration qui a été faite par le projet, on peut voir en fait qu'on a vraiment trois ensembles différents. Donc toujours en considérant à l'hectare, mais je rappelle que dans le cas de la bande riveraine, l'hectare est représenté de façon linéaire, donc on a des variations avec plus de lumière. On a en fait juste d'un point de vue séquestration un gain de 2 tonnes de carbone par hectare par an sur 100 ans dans le cas de la plantation, 1,2 pour les deux haies de nos haies intercalaires et 2,6 dans le cas de la bande riveraine. Ce que cela veut dire en fait, c'est que bah, au nombre de tiges plantées, la haie intercalaire est le plus intéressant, mais de par le faible nombre de tiges plantées, on a une séquestration qui est plus faible. Le peuplement est dans une logique inverse où on a beaucoup de tiges, mais la croissance des tiges est un peu plus faible. Et la bande riveraine, en fait, ici, vient un peu, je dirais, jouer sur les deux éléments en prenant le meilleur de chacun, avec un nombre de tiges qui est quand même assez élevé, moins que dans la plantation, mais plus que dans la haie intercalaire. Et du fait de considérer l'hectare de façon linéaire, avec donc, je dirais, la lumière qui arrive des deux bords des 15 mètres, ça nous permet d'avoir une croissance optimale sur cette représentation-là. Donc c'est vraiment en fait le meilleur des deux mondes à ce niveau-là. Maintenant, on a actuellement en fait un projet qui est en cours pour justement essayer de mieux évaluer la compétition qu'il peut y avoir, notamment quand on a une, deux ou trois rangées. Donc là, comme je disais, on est sur un scénario avec trois rangées qu'on peut sûrement considérer comme peut-être un peu optimiste. Et donc justement, le projet en cours cherche à venir voir à quel point la compétition entre ces trois rangées-là diminuerait, entre autres, la productivité des tiges, mais aussi voir de l'autre sens à quel point, lorsqu'on vient faire une coupe, ça permet de, je dirais, relancer la croissance des tiges qui n'ont pas été coupées. Je finirai avec une petite ouverture, en fait. Donc là, on a trois exemples, je dirais, à la fois basés sur des données pratiques, mais qui restent théoriques et qui restent en fait aussi assez simples. Euh, on peut, donc, comme je disais, les complexifier en fait en ajoutant les produits du bois. Donc, si on vient faire une coupe et que on cherche en fait à avoir des produits de bois de longue durée, on peut augmenter la séquestration, je dirais, sur la simulation de 100 ans, notamment si on utilise en fait ces produits pour du bois de sciage. Mais il y a aussi, donc, comme je le disais, des nouveaux produits qui se développent avec le biochar. Et si par exemple on réutilise la matière organique morte qui est générée par ces sites pour la transformer en biochar, qui après peut être réutilisée, on peut par exemple venir augmenter la séquestration de carbone dans le sol avec le biochar directement, et aussi indirectement en augmentant la croissance des plantations. Et ça permet aussi, en fait, du fait que certains types de biochars ont une décomposition, en fait, relativement lente, de diminuer les émissions qui pourraient se faire naturellement de par la matière organique morte qui se décompose.
Euh, mais après, en fait, faut considérer aussi donc que, puis donc de ce que je comprenais, ça fait un peu une ouverture au prochain webinaire. Il y a d'autres services qui peuvent être associés donc à ces plantations. Là, ici, on parle de la séquestration de carbone, mais donc bien évidemment, il y a la biodiversité. Donc dans les trois scénarios présentés ici, on a toujours été avec des scénarios justement où on avait une diversité d'espèces, on n'était pas dans de la monoculture. Puis même dans le cas de l'érablière chênaie, il y a un petit 10% d'espèces compagnes qui sont intégrées dans la simulation. Puis donc, évidemment, si on cherche à favoriser la biodiversité, bah, on peut des fois peut-être un peu diminuer la possibilité de séquestration de carbone qui est par des espèces vraiment à croissance rapide. Mais il faut se dire que sur le long terme, ça peut être intéressant, notamment avec tout ce qui peut être changement climatique et donc venir affecter certaines espèces. On a également l'amélioration donc, de la qualité de l'eau et des sols, notamment en fait avec l'apport de matières organiques ou de filtration qu'on peut avoir par exemple avec les bandes riveraines, qui sont des éléments également intéressants à prendre en compte dans le cas des projets de boisement en milieu agricole. Donc ça ferait le tour pour moi. Donc on peut passer aux questions. Donc, merci Robin. Pour les questions, dans le fond, vous pouvez soit écrire dans le chat ou lever la main, puis on va vous donner la parole pour poser les questions. OK. Daniel. Oui, bonjour. Une des questions, Romain, que j'aurais pour toi, c'est puisqu'on parle de séquestration du carbone, mais un des objectifs de la séquestration du carbone, c'est d'avoir aussi ce qu'on appelle des crédits carbone associés à ça. Est-ce que tu pourrais en parler un peu d'une façon générale pour dire qu'est-ce que ça peut représenter, notamment par hectare, si pour un producteur agricole, s'il installe une bande riveraine ou s'il fait des haies intercalaires, par exemple? Ben en fait, je dirais que comme je le disais, c'est quand même très variable selon le type de projet qui peut être fait. Euh, Dans tous les cas, ça dépend aussi donc du scénario à la fois de référence et de projet. Mais c'est quand même un potentiel intéressant. Après, ça va dépendre aussi de, de, du type de projet qui peut être fait dans le sens, au niveau, je dirais, des méthodes de calcul. Il y a plusieurs types de standards existants, il y a plusieurs niveaux je dirais, de sérieux, de crédibilité, et donc aussi comment dire, d'incertitude et donc de réserve qui va être faite. Mais alors de mémoire, là, je peux aller chercher assez rapidement. On a quand même des valeurs intéressantes. Si tu me donnes quelques secondes, je vais retrouver ça rapidement. Mais on est quand même sur des centaines de crédits qui peuvent être générés par hectare sur une échelle quand même relativement longue. C'est juste que je les ai pas forcément de mémoire. Euh, En général, bah, ça va dépendre aussi de l'échelle de simulation du scénario qui peut être fait. Mais si on regarde sur une échelle, par exemple, d'environ 40 ans, on est sur, donc par exemple, dans le cas d'une, euh, d'une plantation, on est sur du environ, je dirais, entre euh, 50 à 80 tonnes par hectare. Ce qui représente en fait 50 à 80 crédits par hectare. Là, c'est des tonnes de Faut qu'on CO2, s- des tonnes c'est de carbone. c'est des tonnes de carbone, puis donc après, pour les avoir en, en crédit, il faut multiplier par 3,6. OK. Dans le fond, on a une question de Sarah Claude. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, est-ce que les modèles ils prennent en considération que dans le fond, il pourrait y avoir de très grandes chances qu'il y ait des espèces qui meurent, soit d'épidémies, maladies, tu sais, un peu qu'est-ce qui est arrivé avec le frêne, ou est-ce qu'il y a des haies qui ont perdu 50%, 80% des arbres?
Puis là, on Oui, sait qu'il y a des prochaines espèces qui sont très à risque là, de mourir là, prochainement. Là. Fait que, est-ce que ça prend oui. ça en considération? Oui, tout à fait. En fait, le modèle peut être plus ou moins complexe, puis on peut justement ajouter les différentes perturbations, notamment les épidémies d'insectes. Donc, ce Mhm. qui est déjà en fait même paramétré de base et possible, c'est toutes les épidémies liées, par exemple, à la tordeuse, donc pour les résineux, pour l'épinette. Mais après, il est tout à fait possible en fait d'intégrer différentes perturbations en lien avec ça. Et il est même possible en fait de créer ses propres perturbations pour dire bah, justement, on considère que telle espèce va entièrement mourir en l'espace de 20 ans, et donc que toute la matière associée à cette espèce va dans la matière organique morte. Puis donc Ok, dans bon. les exemples ici, donc on a un peu de mortalité, mais je dirais c'est juste une mortalité générique. Hmm. OK, merci. Une question d'Olivier. Oui, salut Romain, merci pour la présentation, c'était très clair. Moi, je voulais juste savoir, dans le scénario des bandes riveraines, j'étais peut-être pas attentif tout le long, mais est-ce que vous avez intégré comme des courbes de croissance des arbustes? Parce que les taux de séquestration, enfin de stockage, sont plus grands pour cette scénarisation-là comparé aux autres, alors qu'il semblerait avoir des arbustes, mais pas pour les autres. Mais c'est peut-être que j'étais Oui. inattentif. Non, tout à fait. On a compté, en fait, même si les arbustes ont une séquestration relativement faible, c'est intégré dans la simulation. On a vraiment les quatre rangées, en fait, les trois rangées d'arbres, en plus de la rangée d'arbustes qui est intégrée dans la simulation. Ok, parfait, merci beaucoup. Une question de Caroline. Oui, juste pour On ne vous entend pas. votre information, Oui. Euh, le chat n'est pas accessible. Oh, OK. C'est bon à savoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Le, là, on le vous chat, entend. oui, OK. Bon, c'était juste pour vous informer, là, le chat n'est pas accessible. Mais j'ai également une question. Je voulais savoir si dans vos scénarios, vous avez tenu compte du fait que dans les sols agricoles, on a une dynamique du carbone particulière. Donc, on a des sols qui sont en émission là, suite aux perturbations, puis que ces émissions-là dépendent beaucoup de l'âge de la perturbation, là, puisque nos sols qui étaient initialement en équilibre ont été mis en culture. Donc, est-ce que ça a été considéré tant au niveau des scénarios de référence que vos scénarios de projet? Alors, c'est considéré dans les scénarios de référence, en fait, notamment par ce que je mentionnais. Donc, on était sur environ 1 tonne de carbone par hectare par an d'émissions, aussi bien liées à la perte des sols que les émissions, donc machinerie, fertilisation. Puis, dans le cas des simulations, on a considéré, donc, oui, que la perturbation initiale était associée à un sol, enfin, à une culture agricole. Quand on regarde vraiment la donnée au niveau précis, on a une petite perte pendant environ les 20 premières années. Mais comme on part en fait déjà sur des valeurs moyennes d'un sol agricole, puis que dans les cas ici, on considérait que la plantation était une plantation relativement légère, donc c'est-à-dire une plantation relativement ciblée sans forcément travailler l'entièreté du sol, la perte reste relativement faible. En comparaison avec les deux études justement de Tremblay et Ouimet, puis de Thibault et Al, la perte dans les simulations est plus faible que ce qu'ils ont pu observer. Maintenant, ce que je disais aussi, c'est que là, on était sur des scénarios de projet avec plus du feuillu, alors que eux étaient sur des plantations, donc d'épinettes, sur lesquelles on peut s'attendre à un travail du sol plus important. Mais puis, ce que nous montrait la simulation, c'est que sur le départ, on était à 81 tonnes, puis je pense qu'au bout de 5-10 ans, on tombait aux alentours de 70-75 avant tranquillement de recommencer à monter. Parfait, merci. Une question de Mario. Mario, tu dois être enfin, ton micro est fermé. Ouais, c'est. OK. Bonjour, Oui. excusez-moi. Quel effet a l'excès de carbone sur la croissance de végétaux, de plantes en général? Parce que dans la production de ça, on fait de l'injection des fois, et je me demandais c'est quel effet que ça a sur la croissance des végétaux. Alors, quand tu parles d'excès, tu parles dans l'atmosphère, je suppose. Euh, Oui, je exactement. dirais que c'est
les études que j'ai pu voir montraient plutôt un gain de productivité, mais à ma connaissance, ça reste encore assez limité, déjà aussi bien au niveau des études, sans forcément vraiment être expert sur cet élément-là, mais qu'il y avait en fait plus d'autres enjeux derrière, notamment en fait voilà, en milieu naturel, ce qui était l'approvisionnement en eau ou en d'autres éléments. Donc comme quoi l'augmentation de carbone atmosphérique entraînait une augmentation de la croissance, mais que à l'inverse, le manque d'accès à l'eau ou autre amenait à une diminution de croissance. Donc en milieu naturel, je pense qu'actuellement, c'est relativement complexe de dire si je dirais l'effet exact. Maintenant, ta question dans le cas des serres, honnêtement, je préférerais ne pas me prononcer. J'aurais tendance à penser que ça amène à une augmentation de croissance, mais je serais pas capable de mentionner dans quel ordre de grandeur. On a une question de Marguerite. Je sais pas si tu voulais la poser. Ouais. Je pense Je, que ça ne marche pas. je vais supposer que c'est la question donc, dans le chat. Ouais, Donc, ouais. dans les plantations, est-ce que les arbres morts vont émettre le carbone qu'ils ont séquestré lorsque vivants? Oui, en fait, dans toutes les plantations, la matière organique morte qui s'accumule avec le temps, euh, passe par les différents réservoirs mentionnés tout à l'heure, donc pour finir jusque dans le sol. Mais il y a une bonne partie en fait lors de la décomposition qui est réémise, et donc plus en système forestier, sur des échelles de 400 ans, on peut considérer que 90% pourra être émis vers l'atmosphère, juste de par la décomposition. OK. On a une dernière question de César, puis ben après ça, on peut faire le chat, les deux dernières questions. C'est- Oui, bonjour. Bonjour. Petite question, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, merci. Dans le fond, c'est ça, je voulais savoir si vous avez utilisé votre modèle pour quantifier le stockage de CO2 dans des projets de restauration des milieux humides, par exemple, au-delà peut-être des terres agricoles aussi, là. Alors, moi, personnellement, non, mais ça a déjà été fait. Après, c'est sûr que le modèle que je vous ai présenté est plus adapté, donc vraiment pour les milieux, on va dire, forestiers et, on va dire, sur les zones terrestres. Je sais que dans le cas des milieux humides, les paramètres qui peuvent être utilisés derrière sont un peu différents dans certains cas. Euh, mais donc, je sais qu'il existe des modèles permettant de le faire, qu'il y a de la littérature sur ce sujet-là. Mais c'est ça, je l'ai pas fait moi-même avec ce modèle-là non plus. Ça peut être fait, mais je dirais que je serais peut-être moins confiant sur les résultats qui en ressortiraient. Oui, juste pourquoi? Ça serait plus difficile à mesurer ou Euh, curiosité? En fait, tout simplement parce que le modèle se base vraiment sur les différents flux et les taux de enfin, les taux de croissance. Puis, dans un milieu humide, en fait, de par les conditions humides, les flux de décomposition ne vont pas être les mêmes, les niveaux de croissance ne vont pas être les mêmes. J'aurais peut-être tendance à penser que la mortalité ne serait pas la même non plus. Donc, tous ces éléments-là, en fait, vont venir jouer sur des petites lignes qu'on retrouvait, en fait, dans le modèle. En soi, le cadre théorique s'y applique, c'est juste les paramètres qui ne seraient pas les mêmes. Et donc, il y a quand même beaucoup de paramètres qui sont, je dirais, mis là par défaut. On peut les modifier si on a de la littérature pour. Et je ne sais pas si ces paramètres-là seraient en fait connus dans le cas d'un milieu humide. Hmm, merci. On a quelques questions dans le chat. Donc, je vais y aller donc à la suite de celle de Marguerite. Bonjour, j'aimerais savoir comment passer du pourcentage de matière organique que l'on peut avoir dans nos analyses de sol à des tonnes de carbone dans le sol par hectare. Euh, alors en fait, je dirais il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est relativement simple en fait. C'est selon le type de matière, on va considérer
un pourcentage de carbone, tout simplement. Et donc, si on a un pourcentage de matière organique pour une certaine surface, on va estimer la quantité de matière organique pour cette même surface. Et à partir de cette quantité de carbone, on va faire la conversion en carbone. Avez-vous des modèles avec le biochar? Non, je sais, je, non, je sais pas. Je ne sais pas, je ne crois pas. Sûrement qu'il existe des données plus dans la littérature qui permettent d'estimer les taux de décomposition du biochar, puis on pourrait l'inclure dans le modèle, en fait, comme un nouveau réservoir. Maintenant, je ne sais pas si ça a été fait, puis c'est ça. Je dirais que je suis moins spécialiste sur le biochar également. Ensuite, les puits de carbone dans le bois de sciage qui est calculé pour une durée de 35 ans seulement. Pourquoi pas plus longtemps? Alors les 35 ans, en fait, c'est la durée de demi-vie. Donc ça veut dire que la moitié de la matière est considérée comme utilisée après 35 ans. Pourquoi pas plus longtemps? En fait, ce sont des données qui viennent du GIEC, donc le groupe intergouvernemental sur les changements enfin, en lien avec l'étude du climat. Et c'est des valeurs qui sont génériques à l'échelle donc mondiale, en lien avec l'utilisation des différents produits. Après, au sein du bois de sciage, on peut retrouver plusieurs produits également qui eux-mêmes vont varier, entre eux notamment le bois vraiment de construction vis-à-vis de bois qui peut être utilisé pour le sciage, mais avec une durée de vie plus faible. Puis après, c'est des valeurs qui peuvent être augmentées justement, notamment à partir d'études, quand on fait le suivi vraiment d'un produit particulier, notamment avec des études de cycle de vie, considérant aussi que ce produit peut avoir une seconde, voire même une troisième utilisation, ce qui là vient augmenter encore plus le cycle de vie du produit. Euh, Donc c'est ça au final la réponse de Claude Fortin à Mario Grégoire. Donc en effet, ce sont les moyennes présentées donc, par les études du GIEC. Euh, Est-ce que vous ouvrez un service pour adapter un type de modèle à une région définie afin de conseiller installer des arbres plus résilients aux conditions climatiques et maladies et d'insectes? Oui, en fait, le cerveau, donc, je dirais, fait des projets qui sont plus en lien avec la recherche. Mais si par exemple il y a une question qui peut venir avec ce projet-là, c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis après, il existe aussi d'autres organismes qui peuvent faire vraiment plus du service conseil spécifique. Mais il est tout à fait possible d'adapter le modèle à une région. Donc là, on va prendre par exemple des conditions climatiques particulières. Et après, à partir de différentes expertises, par exemple d'ingénieurs forestiers ou de biologistes, on peut faire des scénarios qui choisissent en fait des espèces choisies pour leur résilience, pour la biodiversité, pour leur capacité de résistance à différents éléments. Et donc bah, derrière avoir, je dirais, des scénarios de projet adaptés pour un secteur. Euh, Est-ce qu'il y a des outils où les bénéfices sur la biodiversité et l'amélioration de la qualité d'eau sont prises en compte ou quantifiées de façon quelconque? Oui, tout à fait. Là, l'outil que je présentais, c'était donc CBM CFS3. Il existe un ensemble de modèles adaptés selon, je dirais, le projet qu'on veut avoir. Si par exemple, on est plus sur le milieu urbain, il y a un modèle qui est très utilisé qui s'appelle iTree, qui permet de mesurer un ensemble de services, notamment filtration de l'air, enfin filtration de l'eau, filtration de l'air pour les polluants. Et après, on peut aussi calculer des indices de biodiversité. Donc, oui, il en existe en fait plusieurs adaptés selon les besoins, les milieux je dirais, en lien avec la question. Pour la question ensuite, est-ce que je pourrais avoir la présentation? Sauf erreur, elle est accessible à la suite sur le site de la SQP. Je Ok. dirais, Pas encore, mais je vais probablement l'envoyer à tout le monde qui était dans le webinaire, si tu donnes la permission. il n'y a pas de souci. Et- Donc, merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'est beau avec toutes les questions. Donc, c'était Par- vraiment très instructif. Et merci à tout le monde d'avoir été là en si grand nombre. Donc, notre prochaine activité aura lieu le 8 novembre sur le choix des semences dans le cadre de projets de phytotechnologie.
Vous pouvez vous inscrire à notre infolette pour rien manquer des activités à venir et vous y inscrire aussi. Donc, j'aimerais à nouveau inviter ceux qui ne sont pas déjà de vous inscrire comme membre à la SQP. Dans le fond, il y a des avantages comme des tarifs préférentiels pour nos activités, notamment notre colloque annuel, et surtout aussi un accès exclusif aux enregistrements de nos activités. Donc, le tarif est de seulement 50 par année. En terminant, j'aimerais remercier aussi nos partenaires pour ce webinaire gratuit, donc Desjardins, Les Membranes, Hydrotech et EXP. Et merci encore à tout le monde d'avoir été là et en espérant vous voir à notre prochaine activité. Donc, merci encore Romain et bonne journée. Merci, bonne journée.